Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de ce premier webinaire sur la série de 4 consacrée à l'environnement de travail post-crise sanitaire. Je suis Hélène, cofondatrice de Divo. Nous sommes créateurs d'environnement de travail. Nous sommes un nouvel acteur du marché puisque nous existons depuis assez peu, depuis le mois de février 2020. Et nous intervenons sur des projets d'aménagement de bureaux, de déménagement, à la fois sur la partie programmation en avant avec l'étude des besoins, le space planning, le design, mais aussi sur toute la partie réalisation avec les travaux, la fourniture de mobilier et le transfert des équipes, si vous avez un projet de relocalisation. Donc nous, ça fait évidemment quelques mois qu'on réfléchit à ce sujet. On avait plutôt envie de vous partager ce qui est pour nous l'évolution des environnements de travail à partir du moment où le vaccin a été trouvé et où la crise n'est plus d'actualité, plutôt que de vous parler de plexiglas et de distanciation. On pense qu'il y a des gros changements qu'il va falloir anticiper. C'est pour ça qu'au lieu de faire un webinaire, on a finalement décidé d'en faire 4 parce que les sujets sont pour nous assez conséquents et assez longs, surtout si on veut partager toutes les réflexions qu'on a avec vous. Donc, c'est parti. Le premier chapitre est consacré aux usages. Avant de passer aux exemples et aux illustrations, on va se pencher 5 minutes sur les chiffres qui datent de cet été. 8 salariés sur 10 souhaitent poursuivre le télétravail partiel après la crise sanitaire. La moitié presque se voit en mi-temps au bureau et à domicile. 38% pensent qu'ils vont plus travailler au bureau que chez eux. Et seulement 17% envisagent un full remote. 62% des métiers sont désormais télétravaillables, donc c'est beaucoup plus qu'avant le confinement, vous en doutez. 1 milliard de personnes en télétravail d'ici 2035, ça c'est presque un tiers de la population active et c'est un chiffre de The Economist qui date du mois de juillet. Concernant la productivité, on a aussi des DRH sur 3 qui attendent un gain de productivité directement lié au télétravail. Pendant ce temps, 63% des cadres remettent tout de même en question le rythme de travail. 24% considèrent qu'ils sont en stress à cause de la surcharge d'informations. Donc, on parle des notifications qui ne cessent d'arriver. Et aussi peut-être au début, en tout cas, du confinement, une perte de repère en termes de temps, puisque plus de transport, les gens ont reçu pas mal de mails tard le soir ou tôt le matin, je ne sais pas vous. Pour la première fois, l'équilibre vie perso, vie pro est passé devant le salaire en termes de critères d'importance pour les salariés. Et plus de la moitié des collaborateurs considèrent que désormais, le bureau est un lieu de vie pour se réunir et pour créer du lien social. Donc, les nouveaux statuts qu'on avait envie de partager avec vous sur ce bureau d'après, je pense que ça ne va pas vous étonner parce que ça fait déjà un petit moment qu'on en parle dans la presse et je pense que vous en avez déjà une petite idée. Le bureau va devenir un lieu de collaboration et d'interaction pour construire ensemble, mais également un lieu de rassemblement et de célébration pour y retrouver de la convivialité. Et pour nous, alors peut-être moins médiatisé, mais très important quand même, un lieu d'expression de valeurs partagées, le siège en tout cas de communauté. Vous allez voir tout au long de cette présentation pas mal d'exemples en photo. Ne les prenez pas pour leur valeur esthétique, hein, elles ne sont pas là forcément pour le style qui est dans la photo, mais plutôt pour illustrer des situations de travail, argumenter. Donc, du coup, c'est pas forcément du mobilier et du look and feel qu'on va parler. Sauf dans les cas où on va parler design tout à l'heure un peu plus spécifiquement. On va commencer par le lieu de collaboration et d'interaction. Ça fait quelques mois désormais que nous travaillons tous à distance. On a vécu voilà, une période de calage, mais en tout cas, désormais, le fait de travailler à distance sur du Teams, du Zoom, du WhatsApp, etc., de partager des documents, ce n'est plus tellement un problème. Du coup, quelle est la plus-value d'une collaboration colocalisée
par rapport à une collaboration localisée puisqu'on arrive finalement à le faire. Quelques exemples où le site physique peut avoir son importance quand même. Par exemple, si vous faites des échanges de contenus qui sont difficiles à projeter, c'est l'image de gauche. Toutes les équipes qui travaillent en agile sur du Kanban, du Scrum. Nous, de notre côté, chez Divo, on a souvent aussi des plans détaillés avec une 3D, avec un planning, un budget, et on a du mal souvent à tout projeter sur le même écran. Donc, l'avantage d'avoir un support plus grand, c'est aussi qu'on puisse y connecter beaucoup plus d'informations. La photo du milieu, donc ça, je pense que tout le monde connaît désormais la réunion informelle et l'échange un peu plus spontané, où l'expression corporelle va avoir son importance et va appuyer les propos de l'orateur. Et pareil, pour les gens qui écoutent, ça va pouvoir créer en fait une interaction un peu différente par rapport à un rapport d'écran à écran. Les séances de travail, donc la dernière photo à droite, où on a besoin d'être en concentration dans une salle avec l'affichage de notre propre production, par exemple. Il peut y avoir des maquettes, il peut y avoir des catalogues, des choses comme ça. Et souvent, ce sont des réunions projets qui durent peut-être une demi-journée, une journée, voire plusieurs journées. Là, dans ces cas, il est quand même plus simple d'avoir tout le matériel et tous les supports au même endroit. Et en plus, le fait d'avoir un lieu physique où on affiche un peu notre production, ça peut créer un effet de fierté. Quelque chose à valoriser aussi, les petits moments d'avant et après réunion. Je ne sais pas vous, mais nous, on a souvent des témoignages de clients qui nous disent, alors ce qui marche bien, c'est les réunions où tout le monde est là ou les réunions où tout le monde est à distance. Par contre, quand la moitié des gens sont là et l'autre moitié à distance, là, il peut y avoir de la perte d'information, de la communication un peu moins fluide, etc. Et c'est vrai que le petit moment où on n'est pas encore rentré, où vous attendez du monde, où il y a encore du monde dans la salle de réunion, par exemple, vous pouvez, par le fait d'installer un petit comptoir, par exemple, devant, comme sur la photo de gauche, pour que les gens qui soient là aient un endroit pour commencer à parler du sujet en attendant que la salle se libère. La même chose pour si vous finissez une réunion, parce que la moitié des gens ont des réunions après, mais qu'on n'a pas tout à fait fini, ou que, par exemple, les gens attendent devant la salle que vous la libériez. Vous pouvez finir la réunion un petit peu, sans que tout le monde parte de suite, chacun dans son coin. Vous avez 5 minutes que vous pouvez utiliser pour finir la réunion sur un comptoir, par exemple. Les assemblées, ça c'est le cas typique du contraire de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, moi, par exemple, je ne peux absolument pas capter votre niveau d'intérêt, alors qu'en présentiel, j'aurais plus de ressenti là-dessus. Et pour vous, si vous voulez interagir entre vous, c'est quand même plus simple de lever la main et peut-être d'adresser des regards pour voir si vous avez, par rapport à ce que vous dites, des approbateurs ou des désapprobateurs. Là, à distance, c'est plus difficile. Un dernier cas de figure qui est donc tout ce qui est échange mais alors là, informel plus, hein, donc la recherche de la sérendipité et de l'exploration. Donc on parle d'espaces qui sont souvent low-tech, dans lequel on vient et on a voilà, une conversation assez différente avec des sujets peut-être qui n'ont pas une importance en termes professionnels comme celle qu'on peut avoir quand on fait une réunion classique. Ce genre de ça marche très bien dans les pays nordiques, aux États-Unis. En France, on est un peu plus réticent parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, si on n'a pas un PC sur les genoux ou si on ne regarde pas une télé, c'est pas sûr qu'on est en train de travailler finalement. Mais en tout cas, si vous, de votre côté, vous avez envie d'essayer ce type de configuration, le conseil qu'on peut vous donner, c'est deux choses. Un endroit lumineux pour que l'esprit puisse s'ouvrir. Il faut de la lumière, il faut des vues. Éviter que ce soit trop petit aussi. Et l'autre chose, c'est ne pas placer ce genre d'espace à côté des espaces de convivialité parce que sinon, ça va être considéré comme une extension de la cafétéria. Or, ce n'est pas le cas. C'est une typologie de travail un peu différente. Donc, voilà, mettez un peu de distance entre les deux types d'espaces. Finalement, la configuration classique de la table centrale dans une salle de réunion avec les chaises sur le côté et l'écran devant, c'est celle qui apporte le moins de valeur par rapport à une réunion qui, elle, est délocalisée où tout le monde est à distance hein, et qui marche très bien.
c'est ça, en fait, qui nous amène à réinterroger un peu l'aménagement de toutes nos salles de réunion dites standards. Il y a quand même, si vous voulez changer un petit peu les aménagements de vos espaces déjà collaboratifs, des pièges à éviter. Par exemple, les couloirs. Alors, c'est peut-être votre cas, vous avez un couloir très large de 2 mètres, 2,50 m et vous dites, quitte à louer des surfaces, autant les mettre à profit. On va installer des espaces de discussion informels. Ce sont des espaces quand même assez exposés, sauf si le passage n'est pas du tout dans ce couloir-là. Mais si c'est un couloir où il y a du passage, le fait d'être exposé et le fait d'être potentiellement en train de parler un peu fort et de déranger les équipes d'à côté fait que les gens ne vont pas forcément investir ces endroits en priorité s'ils ont le choix d'avoir un autre espace. Si vous avez un espace salon, comme sur la photo en haut au milieu, il y a un petit piège avec la distance. Comme sur la photo, vous avez une table assez grande et du coup, les personnes se trouvent un peu éloignées les unes des autres, en tout cas celles qui se font face. Il peut y avoir une gêne, en tout cas, il n'y a rien de naturel à parler assez fort quand on est dans une configuration comme ça. Et du coup, ça incite les gens à se mettre un peu en avant dans une position qui n'est pas forcément très confortable. Et de nouveau, l'espace peut être inoccupé ou sous-utilisé en raison de la distance qu'il y a entre les personnes qui sont censées discuter quand même à voix basse, puisque on est quand même dans un open space. La photo en bas au milieu, voilà, on a une salle qui, je pense, se veut reconfigurable et que les gens soient libres, en tout cas, de manipuler le mobilier, sauf qu'on voit bien que le siège n'est pas si malléable que ça et qu'au contraire, ça pourrait créer une impression de désordre qui ne donne pas forcément envie de travailler. Et sur la photo de droite, on a pareil du mobilier un peu façon Lego, sauf que on sent que c'est démontable, remontable à volonté, sauf qu'on n'a peut-être qu'une heure de réunion et s'il faut passer 10 minutes à réfléchir à comment on setup la table et la salle, ça peut aussi décourager. Donc attention au mobilier qu'on peut mettre à l'intérieur de ces espaces collaboratifs. Le bureau comme lieu de rassemblement et de célébration. Qu'est-ce qui a changé depuis cette crise? Finalement, alors j'espère que c'est votre cas au sein de votre entreprise. Le fait que le management soit à distance, ça a normalement, j'espère en tout cas, créé une sorte d'autonomie. Les gens ne sont pas forcément obligés de se cliquer, de se sursolliciter. Il y a aussi un effet voilà, de confiance naturelle parce que de toute façon, on n'a pas notre équipe sous la main. Donc, la position du manager qui est en train d'évoluer va peut-être être accompagnée d'un mouvement physique. Sur la photo de gauche, vous avez un space planning assez classique d'un manager qui est en position un peu de surveillant vis-à-vis de son équipe, avec voilà, le contrôle visuel sur la présence des gens, etc. Demain, peut-être que ce manager-là pourra se mettre sur un management classique au même titre que ses collaborateurs, surtout si vous décidez de passer en flex office et en poste non attribué. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas et que le manager, par exemple, a besoin quand même de recevoir son poste, il suffit juste de réinterroger sa position pour qu'il ait un peu moins sa position de surveillant, ce qui va contribuer à créer un climat un peu plus serein, un peu plus décontracté dans un open space. Et du coup, de contribuer à la convivialité. Le fait de pouvoir travailler chez soi, surtout quand on a besoin d'être, par exemple, en silence ou quand on a besoin de travailler sur des sujets extrêmement confidentiels, fait qu'on va avoir une tolérance plus grande vis-à-vis du bruit de fond qu'il peut y avoir dans les espaces ouverts. Donc du coup, l'espace de convivialité, finalement, était cantonné à la cafétéria du 3e étage à gauche en sortant de l'ascenseur. Là, aujourd'hui, puisqu'on a des possibilités de travailler en concentration ailleurs, eh bien, l'espace de convivialité, ça peut devenir absolument partout. Donc, ça passe par différents éléments, comme le fait d'encourager les équipes à pimper leur espace d'équipe pour créer des territoires d'équipe, par exemple.
Ça peut être le fait de parsemer de quelques éléments insolites, comme par exemple une balançoire. Évidemment, cette balançoire ne servira pas toute la journée, mais le fait d'avoir la présence comme ça d'un accessoire, ça va aussi contribuer à créer une atmosphère décontractée. Ça peut être la photo rose, donc créer des événements autour d'une mise en scène un peu spécifique. Là, c'est le cas d'Insta, où on a mis une sorte de coin Insta pour que les gens se prennent en photo juste pendant une journée et postent sur les réseaux. Bien sûr, ça passe aussi par les couleurs, le motif. Là, par exemple, il y a un sol PVC qui a été choisi pour le local de brassage, qui est quand même pas le haut lieu de la convivialité. Et pourtant, même jusque-là, on a poussé le côté décontracté et le côté un peu sympa. Vous pouvez mettre à disposition en libre service des collaborateurs petits accessoires. Si vous avez un anniversaire à fêter, si vous gagnez un contrat, d'un seul coup, tout le monde va aller chercher un petit accessoire et vous allez passer 5 minutes à célébrer ensemble. C'est aussi créer de l'attachement pour les locaux, le fait d'avoir une lecture un peu plus humanisée des locaux, créer de la convivialité. On connaît tous les événements qui ont lieu dans les locaux, qui sont un vecteur de rassemblement. Mais au quotidien, on est capable aussi de créer cette forme d'attachement vis-à-vis des locaux, en passant par exemple par des mises en scène de photos qui ne sont pas forcément. Donc, on connaît tous les pinces à linge sur la cordelette avec les Polaroids des portraits. Donc là, on n'est pas tout à fait dans ce style-là. On est plutôt sur quelque chose de plus valorisant. Ça peut être, par exemple, des photos de situations de travail. Donc, deux personnes qui vont collaborer, des personnes qui vont accueillir à nouveau, les personnes qui vont être en train de prendre un café ensemble et discuter. Tout ça, c'est des moments qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en photo et pourtant, ça fait vivre aussi un imaginaire autour de ce qu'est la vie de bureau. Ça crée aussi, ça permet de figer aussi des instants qui ne seront pas des soirées, mais qui sont aussi importants. Là, on a un exemple d'aménagement éphémère qui permet de donner une relecture du site sur, par exemple, un palier d'ascenseur qu'on a l'habitude de traverser 5-6 fois dans la journée. Eh bien, le fait d'avoir un full covering comme ça pendant quelques temps, ça va évidemment changer le regard sur son travail et les lieux comme les espaces communs. Et par exemple, si vous avez plusieurs étages et que vous faites des motifs différents, ça peut aussi inciter à un déplacement, parce que chacun sait que c'est pas tout à fait intuitif chez tout le monde d'aller voir leurs collègues en dessous ou au-dessus de chez eux. Là, bon, bah, vous avez une occasion d'aller croiser vos collègues que vous croisez un peu moins souvent parce qu'ils habitent 3 ou 2 étages en dessous. Ça peut être des interventions carrément des équipes en direct sur l'environnement lui-même. Donc là, un exemple avec un papier peint qu'on a recouvert sur par exemple, le mur des sanitaires. Ça peut être aussi de la vitrophanie sur les salles de réunion. Ça peut être choisir le mobilier ensemble. Ça peut être faire un tableau ensemble pour un événement. Ça peut être plein de choses. Je pense que là-dessus, vous n'avez pas forcément besoin de nous pour avoir des idées. Le fait d'avoir un design aussi un peu particulier qui ne ressemble pas aux standards de ce qu'on peut croiser sur des blogs, des codes Bouvreau, etc., ça peut compter aussi dans le fait de s'attacher parce que ça crée de la singularité. Ça peut être une mascotte, ça peut être le fait de baptiser des endroits. Donc tout ça va venir contribuer à créer de la convivialité. Si vous êtes dans l'optique de changer de site, sachez qu'il y a des morphologies de bâtiments qui vont être plus propices à une bonne ambiance. Par exemple, un immeuble en U ou en O, vous vous retrouvez avec un point de convergence et vous avez des points de vue intéressants d'une façade à l'autre. C'est-à-dire que vous avez des scènes de travail qui vont être vues d'une façade à l'autre. Donc, ça peut créer des effets un peu rigolos de gens qui se saluent, de gens qui se lancent des défis, etc. Si vous avez la chance d'avoir des très belles hauteurs sous plafond,
sauter dessus parce que si vous avez l'habitude de créer des événements ou en tout cas de rassembler des gens pour, je ne sais pas, des conférences, des choses comme ça, c'est assez rare, surtout à Paris intramuros, d'avoir des très belles hauteurs où voilà, les gens qui sont un peu éloignés de l'écran voient quand même très bien. Si vous n'avez pas de poteau, ça vous permet de ne pas du tout perdre de place, hein, donc vous pouvez maximiser la capacité de la salle. Donc c'est un gain. Si vous avez la chance d'avoir des extérieurs aussi, là, ne les négligez pas. Souvent, ce n'est pas forcément là où on va mettre beaucoup de budget. Et pourtant, c'est souvent des espaces très prisés par les collaborateurs. En plus, c'est des espaces qui sont souvent vus depuis l'intérieur toute l'année. Donc, il n'y a pas que l'été que ça, voilà, ça contribue au paysage. Pensez à installer peut-être une prise pour les gens qui veulent travailler dehors, peut-être un éclairage spécifique pour les gens qui veulent rester un peu plus tard, etc. etc. Le statut de bureau en tant que un peu cathédrale de valeur, si je puis dire, ou en tout cas siège d'une communauté. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise? Là, ici, on parle vraiment de look and feel et de design. Avant, l'architecture intérieure avait pour vocation de créer une atmosphère agréable, de donner un cadre moderne, nice, friendly, etc. Là, on est passé par une phase où chacun, de près ou de loin, a été confronté à la quête du sens. On s'est posé la question de l'identité des marques, notamment sur ce qu'on consommait les uns les autres. Du coup, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez comme type de design, vous pouvez aller vers des choses un peu plus sensibles et beaucoup plus personnalisées. Vous pouvez transmettre des messages à travers votre design et vous pouvez vous en servir comme un vecteur de communication, carrément. On va vous donner quelques exemples. Là, on est chez Etsy à New York. On a du mobilier cosy, on a des matières naturelles, on a des luminaires décoratifs, des faux plafonds apparents, on a des végétaux. En fait, c'est tout ce qui aujourd'hui est un peu tendance, ce qu'on aime bien. Je crois qu'il manque juste 2-3 vélos et c'est bon, on a coché toutes les cases. Effectivement, ce look domestique donne une image de marque accessible, simple, rassurant aussi, parce qu'il y a le côté domestique, hein, il n'y a rien de très sophistiqué. Ce qu'on transmet à travers ce type de design, c'est que voilà, on a des gens qui évoluent dans un décor qui ressemble finalement à une maison. Et donc Etsy, dont l'activité est de faire de l'artisanat entre particuliers, on a souvent des images aussi de produits que les gens font chez eux sur des décors qui ressemblent à des maisons un peu comme ça. Donc, quelque part, on est en termes d'image assez raccord avec ce que la marque essaie de transmettre comme message. Donc, on est rassurant. Nos bureaux et nos salariés sont à l'image de nos clients. Et donc, ça peut être aussi un garant, la garantie d'un service de qualité. Rien à voir. Là, on est sur la côte ouest à Hollywood, dans les bureaux de Showtime. Donc, Showtime, c'est la chaîne de télé qui diffuse Dexter, qui diffuse Billions, Shameless, je crois, Homeland, pour ceux qui connaissent. Les codes, là, on a changé. On est dans quelque chose qui peut être vu comme beaucoup plus austère. Des grands volumes quand même, une absence quasi totale de couleurs, un très grand visuel puissant, des lignes géométriques. On est dans une image de marque de rigueur, de solidité aussi. On sent qu'on n'est pas chez des débutants non plus. Il y a un côté cérébral avec cette très grande image. On peut trouver ça effectivement un peu déshumanisé. En tout cas, par rapport à l'image que nous, on peut se projeter d'une chaîne dont le métier est de faire du divertissement, là, c'est pas drôle du tout. Et le message qu'on essaie de passer, c'est que oui, on est une chaîne à succès, mais qu'au-delà du génie créatif, bien, il y a beaucoup d'efforts, il y a du travail. Voilà, il y a une nécessité en tout cas, on n'est pas là que pour rigoler, quoi. C'est ça qu'on ressent au travers de ce qu'ils ont mis en place comme design. DBS, là, on a complètement changé. On est en Inde. Là, on a l'air d'être là pour rigoler, alors que, en fait, c'est une banque.
Autant dire que ça ne ressemble pas aux banques que vous et moi connaissons de bureau ou en termes d'agence. On a du mapping au sol, on a des bouées sur les murs, on a une planche de surf, on a un faux ciel. Donc là, c'est Las Vegas, quoi. Il y a un côté audacieux, c'est évident. Il y a aussi bon, un côté provocateur, hein. Il y a un message qui est très direct. On n'est pas en train de faire du second degré là. Donc ça peut être vu comme quand même un peu kitschy. Après, nous, je pense qu'on n'ira jamais vers ce type d'aménagement parce que déjà culturellement, c'est un peu bizarre en France d'être allé vraiment jusqu'au bout des fossiles, etc. Il y en a de moins en moins. Et en plus, le fait de travailler dans un décor comme ça peut fatiguer au bout d'un certain temps. Par contre, en termes de message, c'est très clair. On est une banque, par contre, on veut complètement décopier l'image de la banque classique. Et en plus, on s'en donne les moyens, puisque en fait, on n'a pas juste mis 2-3 accessoires. Là, on a fait quelque chose qui est fort, qui en plus coûte cher. Là, ce qu'il y a au plafond, ça coûte quand même très cher. Ce qu'il y a au sol, c'est pas évident non plus à garder sur la durée. Donc voilà, on est radical et on se veut moderne et on n'est pas uniquement sur le côté très traditionnel, institutionnel de la banque. On termine par un exemple de cafétéria. Donc là, on est chez LinkedIn à San Francisco. Ils ont affiché devant l'entrée de leur cantine des pancartes avec les provenances de la nourriture qui, du coup, est offerte à l'intérieur de la cafétéria. On a à peu près ce qu'on retrouve aussi sur les sites tout à l'heure, c'est-à-dire des matières brutes. On a la police aussi qui est un peu manuscrite de ces pancartes. On a un effet aléatoire, des couleurs douces, donc on est quand même dans quelque chose d'un peu rassurant, d'authentique. Il y a une générosité aussi parce qu'il y a plein de pancartes. Il y a la fiabilité, bien sûr, parce que pour la petite info, je suis allée voir 2-3 de ces marques pour m'assurer que ce ne sont pas des fakes. Et non, ce sont des fermes qui existent en vrai, qui produisent du lait, des œufs, des légumes, etc. Donc, je pense qu'ils sont vraiment allés jusqu'au fond et ils ont joué le jeu. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en décoration murale, là, on n'est pas du tout sur un logo, un slogan, des photos additionnelles, des affiches, etc. On a plutôt choisi d'être là dans le second degré. Le message, hein, c'est effectivement, on s'appelle LinkedIn, on travaille pour des milliers de personnes. Pourtant, voilà, on a un lien peut-être un peu plus presque personnel en fait avec chacun de nos clients finaux, un peu à l'image de ce qu'on a sur les fermes, c'est-à-dire qu'on sait que derrière le plat qui est servi à l'intérieur, il y a des gens avec chacun une histoire, un potentiel, un rêve. C'est la même chose avec nos clients LinkedIn. On se dirige maintenant vers le bureau comme outil de communication à travers 2 exemples. Vous êtes une entreprise technophile, vous pouvez vous servir de vos locaux pour transmettre cette image-là. Mettons que vous fassiez une partie de vos entretiens à distance. Vous pouvez, par exemple, équiper des salles d'entretien avec, pourquoi pas, un éclairage un peu spécifique, donc qui va être variable selon l'heure de la journée. Peut-être que vous faites des entretiens tôt le matin ou tard le soir, et voilà, on n'est pas toujours en forme, donc la lumière, ça peut aider. Pourquoi pas une caméra qui détecte la cible, surtout si vous êtes plusieurs à recruter. Donc la caméra va aller chercher en zoomant la personne qui est en train de s'exprimer. On va avoir aujourd'hui des systèmes de captation de son qui vont effacer les bruits gênants de gens qui vont marcher dans le couloir, rigoler fort, etc. On peut avoir de la traduction instantanée pour si vous êtes avec des gens dont vous ne parlez pas très bien la langue ou juste pour, voilà, histoire de bien vérifier ce qui est dit. Vous pouvez avoir bien sûr un arrière-plan qui est brandé, plutôt que de vous mettre sur un mur blanc ou vous mettre sur un décor qui n'a rien à voir avec notre marque. Là, pour le coup, on peut avoir un côté narratif aussi au travers de l'écran. Deuxième exemple, vous avez encore des efforts à faire sur la parité. Vous aimeriez bien avoir plus de femmes et pour ça, vous allez organiser, pourquoi pas, des journées portes ouvertes à destination d'étudiantes. Là, pendant cette journée-là, vous allez transformer vos bureaux
Vous allez inviter peut-être d'anciennes salariées justement, à venir discuter avec vos salariés actuels et avec les étudiantes. Vous pouvez avoir une partie du mobilier qui est mis sur le côté, rangé pour mettre en place une scène pour, pourquoi pas, un discours de votre management. Vous pouvez afficher au mur des chiffres, pourquoi pas une frise, pour montrer que vous avez quand même fait des efforts d'année en année sur ce sujet de la parité, avec pourquoi pas des faits marquants. Vous pouvez avoir des écrans qui diffusent des témoignages, etc. Donc voilà, bien utilisé, on peut en faire un outil de com et du coup, ça contribue à l'expression des valeurs partagées. D'autres idées, et ça, pareil, je pense que vous avez aussi des idées de votre côté, la valorisation des activités non professionnelles pour dévoiler des talents, donc pourquoi pas les ASC, les fameuses activités sociales et culturelles. Les tournois aussi, donc là-dessus, vous allez peut-être repérer quelques talents voilà, sur de la compète de e-sport. Il y a aussi des talents qui sont un peu plus cachés ou moins évidents. Les cours, on pense toujours à des cours de Excel ou d'anglais, mais vous avez peut-être voilà, quelqu'un comme sur la photo qui pratique le langage des signes. Ça peut être très intéressant aussi et ça peut intéresser aussi d'autres collègues. Une communauté, ça va commencer aussi par accorder de l'importance à chacun des membres qui vont la former. Comment démontrer ce soin qu'on accorde à chacun de vos membres. Hem, alors, un des points qui va être vraiment différenciant par rapport à du mobilier, par exemple, de maison, si les gens travaillent sur un bureau chez eux, c'est le poste réglalement-monteur. Sachez qu'aujourd'hui, les prix de ce type d'équipement, ont beaucoup baissé par rapport à il y a quelques années et en termes d'ergonomie, alors peut-être que, parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà, hein, qui, je pense, seront d'accord avec moi, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est très agréable et vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Donc ça, c'est une idée. Pourquoi pas aussi, permettre, à des gens qui ont des idées, je parle de vos collaborateurs qui sont peut-être des leaders d'opinion, d'exprimer en fait leurs idées à travers des tribunes. Ça peut être des services, donc ça je pense que vous en avez aussi, chez vous. Ça peut être aussi un coup de pouce pour un projet perso. Souvent c'est très apprécié et c'est assez simple, à mettre en place et ça coûte, rien. En l'occurrence dans cet exemple-là, une salariée qui cherche à éditer un livre pour enfants. Vous allez, par exemple, mettre en place un crowdfunding interne pour que les gens puissent mettre un petit peu de sous pour arriver à, je ne sais pas, les 3 ou 4 000 € qu'il lui faudrait pour aller voir un éditeur. Vous allez lui mettre à disposition un local entre midi et 2 heures pour qu'elle continue à travailler. Certains collègues pourraient s'inscrire sur un intranet hein, pour servir de bêta-testeur et lui faire un feedback sur les premières planches, par exemple. Donc ça, pareil, ça soude une communauté. Le cas du déménagement, sachez que votre quartier, c'est votre première communauté. Ce sont, les gens que vous allez croiser dans le métro, dans votre ascenseur, au resto, à midi quand vous allez déjeuner. La localisation, c'est, voilà, c'est un écosystème, donc ça compte aussi. Quelques exemples, Silicon Sentier, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est l'auberge de la French Tech. Donc, pour la petite histoire, les ateliers textiles qui étaient là à ce moment-là sont tombés et effectivement, ils ont libéré des très beaux volumes avec de la hauteur sous plafond, pas beaucoup de poteaux, à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc très sympa, très agréable, lumineux à des prix à l'époque hein, qui étaient très accessibles. Et du coup, ce qui explique cette espèce le choix de ces startups de s'installer en fait dans ce quartier. Le quartier central des affaires, dit QCA, et South Pigalle, donc SOPI. Là, on est sur clairement les budgets les plus chers de Paris. On parle d'une partie du 9e, du 8e, du 2e, du 1er, du 17. Bon, bah, là, vous connaissez, hein, c'est Haussmann. Là, on trouve essentiellement des grands comptes. Donc là, on est plutôt sur du cravate. La moyenne d'âge, on est au-dessus de 35 ans. Il y a pas mal d'ETI qui se sont installés là, des ETI notamment de B2B, parce que leurs clients étaient des grands comptes et que le fait de s'installer là, ils rapprochaient de leurs clients. Donc on en a pas mal aussi à Sopi et dans le QCA là-dedans.
En changeant de registre complètement, Gare du Nord, Gare de l'Est. Là, on est sur des prix qui n'ont rien à voir. On s'adresse plutôt à de la PME ou de la TPE. Les surfaces ne sont pas très, très grandes. Vous allez avoir du mal à trouver des plateaux de 2000 mètres carrés. Souvent, en plus, les rénovations sont voilà, pas forcément, on sent que les propriétaires veulent pas forcément mettre beaucoup de sous là-dedans. Donc, souvent, voilà, c'est pas très isolé thermiquement. Acoustiquement, vous n'avez pas forcément des fenêtres très performantes. Par contre, c'est pas cher pour quelque chose qui est très, très sympa. Il y a vraiment une vie, c'est cosmopolite. C'est cosmopolite. La nuit, voilà, il y a quand même beaucoup de vie pour les gens qui font des after-work. C'est très sympa. Et quatrième exemple, un quartier qui n'existe pas encore, Charenton-Mercy. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ce projet-là qui a gagné un concours il y a quelques années. L'idée, c'est d'en faire un cluster des univers virtuels. Donc, les promoteurs sont en train d'aller chercher des gens qui font de la VR, du contenu des fabricants de casques virtuels, hein, des gens qui font du e-sport, des jeux vidéo, des escape games avec des casques. Donc là, on va avoir l'émergence d'un petit quartier où il y aura un écosystème particulier. Et n'oublions pas aussi que Charenton-Bercy se situe à 50 à pied de la station F. L'idée aussi, c'est que les incubés puissent à terme trouver une offre immobilière à côté d'un quartier qu'ils connaissent bien et peut-être dans lequel ils ont envie de rester. Et du coup, ils n'ont plus qu'à traverser la Seine et ils auront des bureaux à louer de l'autre côté. Voilà. Livraison à partir de 2025, peut-être maintenant 2026. Hop. Si on en vient à la répartition des surfaces, donc on est sur ces nouveaux rôles à la fois de lieu de convivialité et de lieu de collaboration et du siège de communauté, de partage de valeurs, voyant cette frise comme la totalité de vos plateaux. Vous avez toujours une quote-part qui va être consacrée à la circulation, au sanitaire, au palier d'ascenseur et à tous ces espaces qui ne vous servent pas directement d'outils de travail. Et ensuite, le reste va être partagé aujourd'hui à peu près, hein, donc on fait une moyenne, c'est peut-être pas du tout votre cas de figure, vous, là où vous êtes, hein, mais en moyenne, la moitié des surfaces utiles, donc les surfaces restantes, une fois qu'on a enlevé les circulations et les paliers, est consacrée au poste de travail. Donc là, c'est des bureaux partagés, des bureaux individuels, du bench. Et ensuite, le reste, ce sont les salles de réunion, ce sont les espaces de convivialité et tous les autres espaces type les photocopieurs, les rangements, les salles silence, etc. L'évolution pour demain ne va pas être non plus de suite très spectaculaire. Vous allez avoir voilà, là où ça va se rééquilibrer un peu, c'est que l'équivalent de la surface consacrée au poste de travail va être la réunion des salles de réunion et de la zone de convivialité. Donc là, on va avoir un peu moins d'espace attribué au poste de travail parce que les gens étant moins présents, on peut se permettre de densifier un petit peu sans que ça apparaisse soit bruyant, soit inconfortable, puisque en fait, les gens, il y a peut-être qu'une personne sur deux qui sera présent en réel. Par contre, on va avoir plus d'espace pour nos types de collaborations différentes et on va avoir une frontière entre la salle de réunion et les espaces de convivialité qui va finalement s'estomper. On pourra tout faire dans tout. La salle de réunion va peut-être se transformer en salle de cours entre midi et deux et la zone de convivialité, vous allez avoir plein d'espaces type salon de thé qui vont servir pour de la discussion informelle professionnelle. Et tout ce qui est autre va diminuer un tout petit peu parce que puisqu'on peut travailler à la maison ou dans d'autres espaces, si vous avez aujourd'hui des cabines téléphoniques, des salles silence, des espaces de déconnexion, etc., ben, peut-être qu'avec le télétravail, vous en aurez un peu moins besoin. Et du coup, ces surfaces-là vont aussi être amenées à diminuer, sans parler des espaces recros qui, eux, même sans aucune crise, diminuent parce que là, voilà, tout le monde fait un effort sur le papier pour essayer de moins imprimer. Voilà pour cette première séance sur nos environnements de travail post-crise sanitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes à votre écoute. On est une petite entreprise, donc on a à la fois une agilité et une réactivité. Bon, à dire comme ça, bien sûr, c'est facile, mais essayez-nous, vous verrez. On est quand même, en tout cas, les gens parmi vous qui ont travaillé avec nous le savent, hein. Je vous laisse mon mail, mon numéro de téléphone.
La semaine prochaine, on a une séance consacrée à l'immobilier. Sachez que, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, mais pour parler vraiment de prestations, si ce que vous venez d'entendre vous intéresse, hein, et ça vous fait penser à des choses que vous pourriez mettre en place, hein, sur vos locaux, chez Divo, pour venir chez vous, auditer les espaces et avoir un avis et un regard d'expert sur vos espaces et votre façon de travailler, c'est une prestation qui est offerte. Voilà, la partie audit et diagnostic, hein, parce qu'a priori, on ne va rien produire. On va juste vous donner un avis et on va peut-être vous donner d'autres notions de prix ou voilà, des choses qu'on va spotter par rapport à la marchandise de votre bâtiment, par rapport à la population de travail que vous avez aussi. Donc, pour ça, n'hésitez pas, même si après, vous ne faites pas forcément des travaux ou si vous voulez juste lancer une réflexion et que vous n'avez aucune intention de changer. Ça ne coûte rien. Appelez-moi, on prend rendez-vous ensemble et on vient chez vous, passer 2 heures ensemble, où voilà, vous nous faites visiter et derrière, posez-nous des questions. Si vous voyez des gens qui sont intéressés par ce type de projet, on peut aussi venir faire cette même présentation chez vous. Derrière, s'il faut aussi qu'on se penche aussi sur le plan, on peut le faire. Là, on fera peut-être une proposition d'honoraire, tout dépend. Mais en tout cas, sollicitez-nous, on serait ravis de pouvoir vous aider. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.